votre regard. Merci de nous accueillir chez vous pour ce soir explorer ensemble la biographie dans tous ses états, qu'elle soit romancée ou franchement réaliste. Nous allons l'explorer ensemble avec l'aimable concours de mes deux invités. Tout d'abord, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Madame El-Behja Saleh. Madame Saleh, bonsoir. Bonsoir, jeune homme. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'honorer, Madame Saleh. Vous êtes médecin de profession et par ailleurs romancière. Romancière. Auteur de 2 ouvrages. Oui. Et exact. le tout dernier, justement, qui nous intéresse ce soir, s'intitule Destins inversés. Nous allons l'explorer ensemble avec vous. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci beaucoup, jeune homme. Merci. Merci à vous. J'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Abdelkarim Tazalout. Monsieur Tazalout, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Un plaisir d'être invité dans votre émission qui donne un peu de visibilité, qui donne de la visibilité à ce qui se produit sur le plan culturel, et on en a grandement besoin. Et vous-même, vous donnez de la visibilité à la culture en général. Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de nombreux ouvrages sur le cinéma et la culture en général. Vous animez aussi l'émission Empreinte sur le service public, qui donne de la visibilité aux écrivains et aux acteurs de la culture. Et vous êtes l'auteur d'une biographie, Idir, Nostalgie enchanteresse, que nous allons explorer ensemble avec votre aimable concours. Avec plaisir. Merci, avec M. Tazalout, d'être parmi nous. Avec plaisir, c'est la visibilité, tout le monde en a besoin, c'est-à-dire les artistes, les auteurs et les légendes, parce que c'est une légende et on n'est pas loin de la date anniversaire de sa mort, donc bon, c'est de circonstances. C'est de circonstances, comme on dit. Alors, avant d'explorer la légende, on va se tourner vers la biographie romancée d'un personnage qui n'a rien de légendaire, mais que grâce à votre plume, vous immortalisez et dont vous immortalisez l'expérience. Donc, on va découvrir votre personnage, Maria. Exact. Qui vit dans une bourgade avec ses parents, ses frères et ses sœurs, dans une bourgade retirée. Oui, dans les environs de Médéa. J'attire votre attention sur le fait que c'est une histoire pratiquement authentique. Tout à fait. Qui m'a été rapportée par une de mes patientes, parce que j'ai exercé pendant 35 ans dans une petite bourgade pas loin de Blida, à El Afroun, où je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe, et où j'étais un petit peu déconnectée parce que j'ai abandonné la ville, j'ai abandonné ma famille, mes amis. J'avais l'impression de partir pour Guantanamo. Et en fin de compte, ce fut les plus belles années de ma vie. Les 35 ans, les 3 décennies, un peu plus de 3 décennies que j'ai passées là-bas ont été les plus belles, les plus enrichissantes, les plus chaleureuses, par le contact, par la générosité, l'authenticité de la population. Voilà, donc je rapporte l'histoire de Maria, qui est une histoire qui est tragique, qui est dramatique, mais ce livre se veut un message d'espoir. Certes. Parce qu'après les soubresauts, après les épreuves qu'a vécu cette petite adolescente, il y a eu une reconstruction, une lumière, il y a eu de l'amour. Et c'est ça que je voulais faire passer dans ce livre-là. Justement, suite à une agression, elle doit, à 13 ans, quitter le domicile familial, puisqu'elle tombe enceinte et donc elle doit quitter le domicile familial suite à cette agression-là. Les parents, hélas, ne pouvant faire face au scandale, alors même que la pauvre jeune fille est une victime. Oui. Mais hélas, trop souvent dans ces cas-là, la victime écope de la double peine. Oui, absolument, absolument. Mais il faut dire que cette jeune fille a été élevée dans un cocon familial assez conservateur. Le papa, ouvrier agricole rigoriste, qui a inculqué quand même des valeurs. Rigoriste par la force des choses. Voilà, par la force, oui, qui a inculqué à ses enfants la valeur de la famille, du travail, de l'honneur, de la dignité. Et une maman aussi au foyer qui est magnifique aussi, qui lutte
aux côtés de son mari en roulant du couscous pour le voisinage, en s'occupant de la tonte des moutons une fois par an pour qu'elle lave et qu'elle met à la disposition des tisseuses. Pour essayer d'aider son mari de façon pécuniaire. Donc c'est dans ce contexte-là, chaleureux, aimant, que ma petite Maria a évolué et a grandi pendant 13 ans. Et subitement, elle est confrontée au drame. Un drame qu'elle ne connaissait pas, pour lequel elle n'était pas préparée, parce qu'elle est trop choyée, trop couvée par des parents justement assez conservateurs. Protecteur, mais par ailleurs aussi, qui doit faire avec les conditions de l'époque. Oui, un papa qui ne le laissait pas découcher, par exemple, qui veillait sur tout le monde, le patriarche. Le patriarche, voilà. Et donc elle doit quitter le cocon, ce cocon-là qui a été brisé par ce drame, et on l'envoie chez sa tante. Un drame qui a divisé la famille. Elle est exclue, d'accord, mais qui a divisé, qui a amené l'opprobre sur cette famille qui était propre, qui était gentille, le papa était respecté dans le voisinage. Donc, elle va chez cette tante qu'elle connaît même pas. Elle arrive sur Alger. Alger pour elle, c'est la ville dont elle rêvait, mais qu'elle savait inaccessible pour elle, étant donné qu'elle était dans un petit village. Donc elle arrive sur Alger. Il faut qu'elle réapprenne à vivre et à supporter la charge de cette grossesse qui évolue, de cet intrus qui est en train de pousser en elle et qu'elle ne veut pas. Mais elle est obligée, elle est là. Il faut attendre l'échéance, malgré elle. Donc cette tante est très bienveillante. C'est une dame qui est gentille, qui est douce, qui finit par être maternelle avec elle. Et elles attendent toutes les deux l'échéance en même temps. Elle l'aide. Oui. Le moment venu, elle est là. C'est une épreuve aussi. C'est une épreuve. Et la plus grande peut-être des épreuves, c'est de devoir abandonner l'enfant aux services sociaux. Enfin, le confier en tout cas aux services sociaux. Parce que dans sa tête, elle espère toujours revenir chez ses parents. Elle se dit, surtout qu'elle a 14 ans à ce moment-là. Elle a 14 ans. J'ai expié ma faute. Enfin, faute. Avec d'immenses guillemets. Oui, voilà. Il n'y a aucune faute là-dedans. Voilà, il n'y a aucune faute parce qu'elle était au moment où il mauvais endroit, voilà. Donc, une victime. Voilà. Donc, elle se dit, je vais rentrer, je vais retrouver mes deux frères et ma sœur, la campagne, les chèvres, tout l'environnement. Elle est contente de revenir. Mais, ce qu'elle ne savait pas, c'est que le papa l'a exclue définitivement de la maison. Il ne veut plus la voir. Et il en parle à la tante Saleha. Mais la tante Saleha a de la difficulté à lui dire. Cette petite est tellement pleine d'enthousiasme, pleine d'espoir qu'elle ne veut pas lui dire. Mais il arrive un moment où il faut avouer que c'est fini pour elle, la maison. Le retour à la famille, sous le toit familial, c'est terminé. Et on va voir ensemble quelle va être la suite des péripéties, des pérégrinations de Maria. Cependant, on va se tourner de la biographie romancée à la biographie tout court et vers la légende que décrit Abdelkrim Tazalout dans son ouvrage Idée nostalgie enchanteresse, préfacé par Saïd Qasad. Alors, commençons par le commencement. Qui est ce Hamid Shriyat qu'on connaît plus sous le nom d'Idir? Hamid Shriyat est un géologue de formation. C'est un docteur en géologie. Parce qu'il n'a jamais cru en ce métier pour de multiples raisons. D'abord, j'allais dire sociologiques. Oui. Parce que c'est mal vu. C'est mal vu pour les hommes, c'est très mal vu pour les femmes. Donc être artiste, c'est un peu s'inscrire dans la marginalité. Tout à fait. Si on peut dire de cette façon-là. Donc, mais très jeune, l'environnement aidant,
Il a appris la flûte, il a appris, il aimait, il a entendu sa grand-mère, il a entendu sa maman raconter d'abord des contes, puis chanter. Et donc, comme tous les montagnards, il a joué de la flûte, il a entendu le son frémissant du bendir, le chant de sa maman. Donc, c'est tout cet environnement qui a tissé en lui cette passion du conte et du chant à la fois. Hein. Mais dans sa tête déjà, on a l'impression qu'il y avait des gens qui savaient déjà quoi faire de leur vie. Dans sa tête déjà, il s'est dit, je serai compositeur et auteur, mais jamais chanteur, parce qu'il sait que c'est mal vu. D'ailleurs, si vous permettez, excusez-moi de vous interrompre, hein, vous dites dans votre ouvrage, à bien voir, Idir doit sa flamboyante carrière à une succession de heureux hasards, et notamment de 2 refus, celle de la chanteuse Nouara, qui aurait dû interpréter une chanson qu'il devra lui-même interpréter. Et surtout celle de Jamal Alam. Ah, mais la meilleure, voilà, c'est qu'il va solliciter Jamal Alam pour son tube mondial, Ava Vainova. Et Jamal Alam va lui dire, non mais c'est plus fait pour toi que pour moi ça. Et vous savez les destins, c'est-à-dire que le destin de Idir rejoint un peu celui de Maria. Ah oui, c'est des destins. La vie, c'est des destins. Parallèles et non pas inversés cette fois-ci. Dans sa tête de cette petite victime de 13 ans, impossible d'imaginer qu'elle allait vivre ce calvaire, elle allait être victime d'une agression et qu'elle allait subir les conséquences en plus. Conséquences, c'est-à-dire perdre l'amour comme ça du père, après de la maman, être déchiré de son milieu, de sa famille, c'est poignant, c'est dur. Moi, je vous félicite de vous attaquer à ce type de sujet. C'est des sujets tabous. Mais c'est très douloureux. C'est douloureux, on n'en parle pas assez. Oui. Bon, vous êtes bien placé, vous êtes médecin, vous êtes sensible à faut en parler parce que c'est vraiment dramatique. Alors, pour revenir c'est un personnage aussi. Hein, Alors, c'est une succession de hasards. Parce que le hasard, comme on dit, le hasard, pour moi, c'est un détail. Et c'est dans le détail que se cache beaucoup de choses, tout le mystère. Et c'est incroyable ce destin. C'est incroyable ce destin. Donc, il part avec son ami. Tout a commencé à Moriti. À Moriti, du temps où la côte était animée, où il y avait des directeurs artistiques. Il se trouvait qu'il y a un directeur artistique qui s'appelait Jamal Alam, qui est né, c'est-à-dire on a 2 stars de la chanson algérienne, d'expression kabyle, Jamal Alam, et dire qu'ils sont nés pratiquement à Moriti. Le premier, en tant que star, oui. Non, en tant que chanteur. Voilà, en tant que chanteur. Oui, voilà. Pourquoi? Parce que le premier, Jamal Alam, reprenait des chansons françaises, anglaises, mais surtout françaises, des chansons de texte. Sauf qu'il avait comme auditoire toute la crème intellectuelle. Il y avait Issi Akhem, il y avait Kateb Yassine et j'en passe, certainement Bédienne, Mohamed Bédienne. Et c'est un moment où j'étais un peu lassé. Et Issi Akhem qui dit, à certain moment, il a interpellé violemment, lui, il dit, chante dans ta langue. Et c'est Jamal Alam qui me le racontait. Il m'a dit, je suis rentré après le tour de chant, dans ma chambre, j'ai passé une nuit blanche, j'ai pris un paquet de feuilles, ma guitare, et j'ai passé une nuit à essayer d'écrire quelque chose en kabyle. Et en fin de compte, c'était la phrase magique qui a tout déclenché. Ça l'a interpellé, oui. ça voulait tout dire. Oui. Et être interpellé par n'importe qui. Pas par un oui, absolument, oui. Qui avait de la valeur, à côté, assis où était Kateb Yassine. Donc, il s'est résolu et il a fini par écrire la chanson qui fera de lui un grand Urturu, la fameuse Urturu, hommage aux héros, hommage aux Makiza, hommage aux Moudjahid qui montent très jeunes. Donc des personnages, chanson, les héros qui n'avaient que 16 ans et la maman
qui le voit, qui le laisse, qui le voit partir au maquis et qui l'attend jusqu'au moment où on lui ramène le bon, la nouvelle, il est tombé au champ d'honneur. Il est décédé. Il la chante le lendemain, donc le soir même, il la chante et bis repetita une dizaine de fois, tellement ça a plu. C'est un génie, il faut dire. Oui, la vie, c'est comme ça. Donc, il la chante, etc. Et ça fait tilt. Non seulement ça fait tilt. C'est un environnement à la fois local, donc national, et international. Dans les années 70, début, c'était ça. C'était ce mouvement un peu hippie, ces jeunes qui voulaient marquer la route, dire ce qu'ils avaient à dire, mettre fin à un règne de... Et surtout, ils ont montré une voix, c'est-à-dire, si tu as une guitare, une voix, ça y est, tu peux exprimer ce que tu as envie de dire. Ça a ouvert des voix, ça a ouvert la voix, en France, à Brel, à Moustaki, à d'autres, qui, avec une guitare, donc aux États-Unis, avec Jean Baez et Bob Dylan et tant d'autres chanteurs. En Algérie, Djemal El-Lam a commencé. Ça a donné des idées à Chenoud, à Idir et à tant d'autres. Hein, Et donc, Idir, qui ne voulait pas être chanteur, automatiquement, il a pensé à Djemal El-Lam. Il chante en kabyle. Moi, j'ai une chanson en kabyle. Allez, il se dirige avec Ben Mohamed, le poète, vers le Moriti, il se voit. Voilà, Djemal, j'ai une chanson pour toi. D'accord, mais bon, la tradition veut, bon, tu la chantes. Il dit, mais elle a chanté, elle a fait Djemal. Cette chanson, tu l'as écrite, elle est faite pour toi, tu la chantes, c'est merveilleux. Et l'autre insiste. Il insiste, quand je dis il insiste 3 ou 4 fois. Ah non, c'est toi, c'est moi, je veux pas, je peux pas. Et tout ce qui s'ensuit, Djemal El-Lam a eu cette intelligence de lui dire il y a une différence dans la métrique de votre du dialecte régional, un peu, entre Tizi Ouzou et Béja. Il y a une petite différence. Il y a des phrases que je ne pourrais pas rendre musicalement avec. Le rendu ne sera pas bon. Pas la même justesse, oui. N'a pas la même justesse. Je vais caler sur un mot ou deux. Bon, il est reparti. Il a tenté, un peu dépité, etc. Mais il a dit, ok, d'accord. Mais il a tenté de trouver. Le premier qu'il a essayé de voir, c'était un cousin, lui, qui avait commencé une carrière de chanteur. Qui a trouvé, il lui a dit, ça c'est une chanson moderne, moi je suis dans le traditionnel, je ne peux pas la chanter. Ainsi de suite, jusqu'au jour où il était invité dans une émission à la chaîne 2, et avec un rendez-vous avec une autre chanteuse qui devait chanter un autre titre composé par Idir, chanson, et leur moment d'enregistrer, la chanteuse n'est pas au rendez-vous. C'est Nouara qui fait défaut. Nouara, et donc on lui dit, il faut chanter, il faut combler on ne peut pas. Voilà. Et il chante cette chanson qui n'est pas avec une vache, il est une petite balade, berceuse, une petite berceuse. Et quand il rentre chez lui, sa maman, qui est toujours à l'écoute de la chaîne, je dis, il y a un chanteur, c'est la première fois, merveilleux, il chante très bien, etc. Lui, pour cacher bien sûr là, il ne s'est pas présenté comme Hamid Charit, mais il s'est trouvé rapidement un pseudo, Idir. Mais il n'a jamais osé lui dire, il ne lui a pas dit que c'était lui. Ah oui, hein. Et donc voilà, c'est une carrière qui commence comme ça. N'ayant pas trouvé d'interprète. Par défaut, on pourrait dire. Par défaut, n'ayant pas trouvé d'interprète, il a chanté ce conte, parce qu'au départ, c'est un conte. Et on va revenir à la recette Idir et à ce que vous appelez dans l'ouvrage le label Idir. Cependant, si vous permettez, puisque vous avez parlé un peu
une sorte du mentor qu'a été Jamal Alam. Or, on a tous besoin d'un mentor dans la vie. Et Maria, elle, va avoir comme mentor justement cette tante si bienveillante. Oui. Maria va se sentir mal à l'aise de vivre à ses crochets. Elle va vouloir un petit peu... oui, l'aider. Voilà, l'aider. L'aider, parce que cette dame vit avec une pension. Elle est veuve. Elle vit avec une pension, donc elle sent qu'elle est quand même à sa charge et qu'elle est un peu... c'est pesant pour elle. Donc lorsque la tante lui dit qu'il faut qu'elle gagne sa vie par elle-même, que c'est pas une honte, qu'il faut qu'elle travaille, elle dit d'accord, mais je sais rien faire, je suis pas lettrée, je n'ai aucune formation, j'ai 14 ans, je suis vulnérable. Elle lui dit, je vais te trouver une place chez une de mes anciennes amies, une vieille dame qui vit seule aussi, qui est formidable et avec qui tu seras très à l'aise et en sécurité. Et c'est ok. Elle commence à... Et cette vieille dame va elle aussi s'avérer un esprit tutélaire. Oui. Et c'est chez cette amie de sa tante qu'elle va rencontrer son neveu, donc le neveu de l'ami de sa tante, oui. Lies. Oui. C'est le bien nommé d'ailleurs. Je trouve à Lies. Ah oui, ça n'avait pas fait le rapprochement. Qui va se révéler lui aussi une personne très bienveillante et d'une écoute attentive, puisque petit à petit, la glace va se briser et Maria va lui raconter les circonstances qui l'ont amenée. Mais la première fois, ça n'a pas été facile pour la rencontre entre les deux êtres. Évidemment. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, vous décrivez très bien dans... Pourquoi? Parce que Lies porte une tenue militaire. Oui. Qui lui rappelle son passé douloureux. Voilà. Donc, oui, il est très bienveillant. Et elle va lui raconter, parce qu'à un moment donné, elle étouffe avec le poids de ce qu'elle a passé. Et elle se dit, à qui le raconter? La tante, elle est au courant de son passé. La dame chez qui elle travaille, elle ne veut pas lui raconter. Elle se dit, peut-être que ce garçon est plus à ma portée. Et elle va lui raconter ce qui s'est passé, en détail. Et c'est là qu'arrive, non pas le coup de foudre, mais en tout cas, cette affection grandissante entre les deux. Jusqu'à cette première éclaircie dans la vie de la jeune fille, puisqu'il va décider de l'épouser. Oui, oui. C'est le côté merveilleux du livre. Éminemment progressiste aussi pour un jeune homme de l'époque. Oui, oui, absolument, absolument. Parce qu'il a quand même eu le temps de la voir évoluer, parce qu'il venait souvent à la maison. Donc il a eu le temps de voir son éducation, son côté discret, son côté gentil et sa vulnérabilité, qu'à un moment donné, elle avait mal interprété. Elle s'est dit, il voit que je suis seule, peut-être que son attirance c'est basé sur quelque chose de malveillant. Oui. Et puis en fin de compte, c'était pas ça. Au contraire, il avait eu le temps de la jauger, de voir qui elle était. Et lorsqu'elle s'est ouverte complètement à lui, ça a été l'attirance. Le coup de foudre, voilà. Oui. Deuxième éclaircie, puisqu'on parle de mariage, donc il faut bien demander la main de la jeune fille. Et donc, retrouvailles avec les parents. Oui. Et là, c'est vraiment l'un des sommets du roman. Oui, absolument, absolument. Parce que les parents refusent de venir assister à... Ah, quand même. Oui. Oula. Parce que le papa est toujours avec son histoire qui s'est passée. Oui, il est dans un refoulement. Oui, absolument. Voilà, et il en veut à sa fille. On se demande pourquoi. Parce qu'au fond, il s'en veut à lui-même d'avoir pas su la protéger. Voilà, il n'a pas su la protéger. Et même, il s'en veut d'avoir exposé sa femme. Chez lui, c'est un sanctuaire. Il considère sa maison comme un sanctuaire. Or, voir ces gens arriver chez lui en pleine nuit, agresser sous ses yeux sa fille et voir sa femme, c'est pour lui, ça a été terrible. Ça a été, donc, venir assister à la demande en mariage de sa fille, ça lui paraît impossible. D'autant plus qu'on transgresse
Ce qui est déjà, en principe, c'est le mari qui va demander la main au papa. Or là, c'est le mari qui a demandé directement la main à sa fiancée. Donc le papa n'est pas très content. Mais en fin de compte, il arrive à céder, on arrive à le faire céder. Et il vient, c'est les retrouvailles qui sont absolument extraordinaires entre cette petite qui a passé déjà 10 ans loin de sa famille. Ça fait 10 ans qu'elle est loin de sa famille. Et donc le mariage aura lieu. Et là encore, vous montrez ces traumas que Maria va traîner, à savoir l'idée d'enfanter de nouveau. Alors que la première fois était liée à une agression et un traumatisme. Oui. Donc il y aura une réticence chez elle. Et puis bon, au bout de 2 ans, quand même, elle va dépasser cette réticence-là. Et puis, c'est là où vous faites encore une fois intervenir le destin, en démiurge littéraire que vous êtes. Et puisqu'à 2 semaines de l'accouchement, Lies, le mari, va trouver un bébé abandonné. Ah, c'est magnifique ça. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En plus. Ça, c'est vrai. Parce que ça, quand j'y pense. Justement, on se demande, on sait que c'est une biographie romancée, mais on se demande quelle est la part de romanesque là-dedans. Ça, c'est magnifique parce que le Lies va au travail tous les matins par le même chemin. Et ce matin-là, en passant, il entend des pleurs à l'entrée d'un immeuble. Il fait froid. Donc il tend l'oreille, il se dit j'y vais pas, et puis en fin de compte il rentre et il voit un petit bébé qui est enveloppé dans un molleton posé à l'entrée d'un immeuble, et il se dit je le prends pas, et puis en fin de compte il le prend. Et comme il le prend, il l'amène dans la maison aux grandes dames de Maria qui va accoucher dans quelques jours. Elle se dit comment je vais faire moi avec un deuxième bébé, presque des jumeaux quoi. C'est presque des jumeaux. Et ça c'est une histoire qui m'a été racontée. Et je vous assure, quand elle me l'a racontée, j'ai pleuré. Comme quoi la réalité dépasse des fois la fiction. Oui. C'est-à-dire même la fiction. Précédant vu en fiction, on vous dit c'est tiré par les cheveux. Et c'est tiré, l'auteur exagère. J'ai pleuré quand on m'a raconté ça. Parce que je me suis mise à la place de ce Lies qui rencontre ce bébé, qui rentre à la maison, sa femme est prête à accoucher, et qui se dit, bon, si Dieu me l'a mis sur mon passage... Mais il est magnifique ce Lies. Ah oui, vraiment. Oui. Maître Tache Lies, ça c'est vraiment... Voilà, vous avez choisi ce prénom ou c'est le vrai prénom? Non, c'est le vrai prénom. En plus? Oui, c'est le vrai prénom. Oui. Vous avez fait une photocopie une photographie. Oui. Magnifique, donc, vraiment magnifique. Et après, il grandit. Bon, il se demande s'il faut le déposer dans une pouponnière, s'il faut l'abandonner, s'il faut le garder. Ils transgressent la loi en le gardant à la maison. Qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce gosse? Il n'a pas d'état civil, il n'a rien. Donc, il lutte pendant des mois. Entre-temps, le gosse, la maman, elle craque pour ce petit, la dame qui va accoucher, elle craque pour ce petit et elle dit on va le garder. On va le garder, quoi qu'il en soit. Et on va l'appeler Mehdi. Voilà. Et ce sera le frère, finalement, c'est le frère d'adoption de Farida. Voilà, c'est ça. Et donc, 7 ans après, va naître la petite sœur, la petite dernière, Linda. Et ça va être des années d'épanouissement où les blessures du passé vont s'effacer. Et puis, ce Roch, qui est Lies, va coup sur coup être ébranlé par 2 épreuves. Il va être touché dans sa santé d'abord par le diabète, ce mal sournois du siècle. Évolutif, oui. Voilà. Mais pire encore que le diabète qu'on peut plus ou moins gérer, ça va être le cancer. Oui. Cet autre mal du siècle d'ailleurs. Voilà, aussi. Qui va l'emporter. Ça aussi, c'est la réalité. Oui. Après une lutte impitoyable contre le mal, le mal a fini par vaincre et l'emporter. Et Maria se retrouve seule
À pleurer. Mais avant, il y a eu un incident. On va y arriver. On va y arriver. J'ai un petit peu contrevenu. Il faut un peu minimiser. On garde un peu de ne pas dire tout, ne pas dire non, tout. même si on le dit, la manière dont c'est raconté dans le roman. Oui, j'imagine. Mais j'ai contrevenu à la chronologie parce que c'est vraiment le sommet. Les retrouvailles avec les parents de Maria, c'était l'un des sommets, mais là, c'est vraiment le sommet du roman. On va y arriver justement en guise de conclusion. Donc, quand Lies va décéder, ça sera une énième épreuve pour Maria. Cependant, c'est ce qui est beau aussi, c'est que, dans le fait d'avoir des enfants, c'est que Mehdi se marie. Oui. Il aura un enfant, un garçon, qui va se prénommer Yes. voilà. Of course. Donc, il y aura, Of course. voilà, il y aura cette résurrection qui va se passer. Oui. Et on va évoquer ensemble justement vraiment cette... Alors, la manière dont vous l'amenez, on ne voit pas du tout venir cet événement-là parce que on est pris dans le nouveau quotidien de Maria. On va y arriver, mais on va cultiver un petit peu le suspense. Le mystère. Voilà, et le mystère. Et on va revenir d'abord vers on va faire parler monsieur. Parce que là aussi, il y a un événement qui est un peu douloureux. Douloureux et sensible. Et sensible, et on va y arriver. Nous, on est dans la fête. La fête, oui, certes, mais aussi la douleur, puisque lorsque vous revenez justement au label Idir et à ses sources d'inspiration, il y a tous ces chants traditionnels, et vous dites qu'Idir va chercher à renouveler et à moderniser. Vous employez même le mot de dépoussiérer. Et avant de vous donner la parole, je voudrais justement vous citer, vous dites... Justement, dans le chapitre que vous intitulez le label Idir, vous dites par exemple, pour la partition musicale, cette mélodie, la mélodie des chansons comme Ava Veinova, cette mélodie, le lead, comme on dit en anglais, se singularise par sa simplicité déconcertante. Des notes jouées à la guitare sèche en guise d'introduction, qui laissent ensuite place à une deuxième guitare qui esquisse un arpège, c'est-à-dire l'ensemble des notes qui composent un accord, qui surprend agréablement par sa beauté et par sa courte durée, avant que les deux instruments ne s'unissent pour le reste de la chanson. Cette façon plutôt nouvelle d'introduire une chanson deviendra la marque de fabrique et la signature d'Idir. Oui, c'est absolument ça. C'est pour ça que quand vous avez dit son mentor, c'est pas tout à fait mentor, mais celui qui a un peu... introduit, ouvert ce sillage, on va dire. Tout à fait, voilà. Ce sillage, et dire, je crois que ça aide beaucoup le fait qu'il soit d'une extrême intelligence. Ça aide parce que, et puis, je ne suis pas le premier à le dire, mais quelque chose de vraiment ancré dans les racines, d'original, et qui tire sa sève de la source, des racines. Des racines et de la source, peut avoir comme ça un éblouissement planétaire. Et ce qui s'est passé avec ce conte et cette simplicité. Alors, la simplicité, elle est dans sa composition. Elle est dans sa composition donc poétique du texte. Le conte Veinova, il est très simple. Oui. Il est vraiment très simple. D'ailleurs, vous livrez le texte en fin de... Oui, parce qu'il faut le lire. Il est très simple. Je crois qu'il est encore simplifié parce qu'il y a Rachidou Lepsir qui a parlé des contes kabyles, etc. Je lui ai posé la question, il m'a dit le conte est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe, etc. Ouais. Mais donc il a été simplifié par Idir ibn Muhammad. Après, la mélodie elle-même, elle est d'une simplicité, c'est-à-dire vous prenez effectivement à l'époque, prenez des grands standards de Jean Bez ou de Bob Dylan ou de Moustaki il y a une simplicité parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup d'instruments. Il y a la guitare ou il y a il n'avait pas... Oui.
il n'avait pas déjà introduit la flûte, alors que c'est quelque chose qui le... Et il y a l'introduction de la deuxième voix, donc déjà le chant polyphonique, la voix féminine. Oui. Même si c'est juste le refrain qui est repris ensemble, c'est déjà une petite nouveauté, c'est dépoussiéré. Et après, il pousse plus loin. C'est-à-dire, il a fait, je ne sais pas qu'il a fait avant ou après, moi je sais qu'il l'a fait, c'est que il est parti à la recherche des contes et des chants anciens. Il a enregistré, il dit, c'est lui qui le dit, il dit que j'ai quelque chose comme 500 à 600 heures de... plus de 400 heures d'enregistrement. D'enregistrement, donc c'est un trésor. Et pour lier l'un et l'autre, je me rappelle qu'une fois, une rencontre, on a eu les journalistes, on a eu une rencontre avec Kate Biessine, il nous a demandé, il nous a presque dit, allez-y, prenez vos magnétophones, allez-y dans les montagnes, allez-y, posez des questions à nos femmes, à nos grands-mères, aux vieilles, elles ont des choses à raconter. C'est vrai qu'elles ont des choses à raconter sur le colonialisme, sur la vie que menaient les Algériens, elles ont des choses... Et lui, donc, il a ramassé. Et une autre grande chanteuse algérienne, hortensienne, a fait ce même travail, parce qu'elle a fait des études, ici, elle a aussi enregistré des chants anciens de sa région, du chant hortensien, et elle a dépoussiéré, elle aussi, elle a repris les instruments traditionnels, Glal et le Bendir, et ça a séduit un public occidental. Elle a chanté aux États-Unis, elle a chanté dans les grandes scènes européennes. Oui. Elle apporte un son nouveau, elle apporte l'originalité et en même temps l'authenticité. C'est ça qui est... Cette authenticité qui est liée aux origines même de la musique en général. Et si vous permettez, je voudrais citer... Oui, bien sûr. Le docteur Mouloud Noren. Oui, qui est un monsieur Voilà, neurochirurgien et éminent musicologue. C'est ça. Et que nous saluons et qui dit... cité dans votre ouvrage, c'est vous-même qui l'avez interviewé, entre autres éminents artistes que vous citez dans votre ouvrage, le sens du rythme est très affûté chez lui, c'est-à-dire chez Idir. C'est Dr Ounoren qui parle. Les rythmes fonctionnels de la Kabylie l'ont vraisemblablement habité. Les gauleurs d'olive, le battage des grains au sol et le tintinabulement du marteau sur l'enclume par le forgeron du village, toutes ces pulsations représentent des éléments à périodicité. La musique qui en découle, comme le précise Vuillermoz, résume les victoires remportées par l'art sur les éléments les plus prosaïques de notre vie quotidienne. Et c'est là où on retrouve l'origine même de la musique, qui est en fait le travail. C'est les rythmes de la vie, c'est le travail, c'est les sons. C'est la pratique quotidienne pour produire. C'est ça, absolument. C'est ce qu'on retrouve peut-être là où c'est le plus clair et le plus limpide, dans le sindo, le baratage. Et ce mouvement, le rythme, c'est comme dans la musique, le métronome. Le métronome. Il vous donne la mesure, et ça c'est la mesure. Et ce qui est formidable, c'est cette beauté qui naît de la simplicité. C'est la beauté naturelle, sans maquillage, sans rien, sans phare. Ça touche. Oui, la fluidité. Parce qu'il y a la fluidité, il y a l'émotion, il y a le naturel et le chant, la façon de chanter d'Idir. Parce qu'il y a beaucoup j'insiste sur ce mot, il y a de l'intelligence. Donc quand vous l'écoutez chanter, il n'essaie jamais d'atteindre quand il compose, il sait qu'il a une voix qui ne lui permet pas de chanter dans les aigus, etc. Donc il a adapté sa composition à sa voix. Oui, à la gamme qu'il peut atteindre. À sa gamme. Djemal El-Lem dit de lui, alors la voix d'Idir, elle coule de source. Voilà. C'est sa voix, elle coule de source. Sans qu'il ait besoin d'être industrieux. Oui. Et j'aime bien, parce qu'il a beaucoup d'humour, Idir, j'aime bien aller dire à quelqu'un le jour de la mort de Djemal El-Lem. Donc il a été interviewé par Berber TV, je crois, et
le premier mot qu'il dit, je ne remercierai jamais Jamal Alam, c'est grâce à lui que je suis devenu, que je suis maintenant une star. Ah oui. C'est grâce à lui que je suis devenu. Ça a été le détonateur. Il le reconnaît. Le détonateur. Oui, il le reconnaît, etc. Mais après, c'est des amis de longue date. Hein, c'est-à-dire qu'il raconte que lors d'un gala en 78-79 à la salle Harsha, Jamal Alam est venu avec une guitare 12 cordes qui était un peu pas à la portée de tout le monde. Et il lui a dit, tu me la passes j'aimerais bien jouer avec sur scène. Jamal Alam n'a plus revu sa guitare. Ils se sont revus sur scène 40 ans après. Et Jamal Alam dit, quand est-ce que tu me rends ma guitare? Et l'autre lui dit, un jour peut-être. Et on va continuer. Oui, bien sûr. On va continuer à explorer cela. Cependant, si vous permettez, c'est le moment de notre livre de chevet, puisqu'il y a une petite rubrique toujours littéraire où on découvre pendant un mois un livre à l'honneur en rapport avec l'actualité. Donc, comme d'habitude, chers amis, on se retrouve après le jingle. Nous continuons donc d'explorer ce journal palestinien de Rachid Boujdra qui résonne avec le génocide toujours en cours à Gaza. Et Boujdra dit « Je n'avais aucun courage, mais la lecture de documents sur la complicité des gouvernements arabes de l'époque exige de moi que je fasse un effort, que je lise, que j'apprenne. À nouveau, je suis un lecteur comme les autres, grattant du papier, prenant des notes, se passionnant pour les détails de cette histoire du Moyen-Orient depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la proclamation de l'État sioniste. Cette histoire aide à comprendre les difficultés de la résistance palestinienne. Il est normal, dès lors qu'un petit peuple de cultivateurs soit écrasé par une telle coalition politique et militaire, la Grande-Bretagne, la France, les USA. Truman, le futur président américain, n'écrivait-il pas en 1939 à 4 de ses ambassadeurs dans les pays arabes qui lui demandaient de s'opposer aux thèses sionistes sur la Palestine « Désolé messieurs, mais je n'ai pas des centaines de milliers d'Arabes parmi mes électeurs ». Et plus loin, Rachid Boujdra va nous dire, et là c'est aussi un des sommets de son ouvrage, l'impact de l'affaire palestinienne et celui de la défaite des armées arabes en juin 1972 sont culturellement évidents. Partout où l'on va, on en remarque les signes latents ou déclarés, voire affichés. Jouant sur cette apparence libérale, les artistes et les créateurs libanais, parce que Boujdra passe d'abord au Liban avant d'essayer de visiter la Palestine, et les créateurs libanais vont en profiter pour dénoncer tous les maux dont souffre la société arabe. Jamais en tout cas une telle liberté n'a été possible avant la défaite. C'est surtout au Liban que les poètes, les dramaturges et les cinéastes en ont largement profité. C'est dans ce pays aussi que la critique est la plus acerbe parce que la plus libérée. Tout est remis en question. Les institutions répressives, l'abus du pouvoir central, son incapacité à défendre le pays, l'enrichissement sans vergogne et l'indifférence des classes possédantes vis-à-vis de la cause palestinienne. Tout est dit. Oui, et bien plus encore dans ce journal palestinien de Rachid Boujdra qu'on va continuer à découvrir ensemble. On approche de la fin de notre rencontre. Et avant de poursuivre sur Idir, puisqu'on va se quitter sur un morceau musical d'Idir, je me tourne vers Madame El-Behja Sari et ses destins inversés. Et ce sommet dans ce roman auquel on ne s'attendait pas du tout, puisque vous nous faites presque oublier dans ce bonheur de la vie conjugale et de la vie familiale, cette ombre qui était finalement à l'origine de cette rencontre magnifique entre Lies et Maria. Et Maria va être contactée par une certaine Rima. La résurgence d'elle, c'est le retour de la porte ouverte au passé, voilà, qui était difficile. Mais qui est donc cette Rima pour le spectateur qui... On va le dire. On va pas le dire. On va pas le dire. Ça sera la résurgence du passé, mais et là encore, c'est une épreuve de plus. Une épreuve de plus. Et vous soulevez vraiment dans ce roman des thématiques à la fois bouleversantes. Vous posez aussi des problèmes éminemment actuels liés au progressisme, au statut de la femme, à ses droits
conquis de haute lutte, Oui. que ce soit au lendemain de la Révolution ou plus tard. Et donc, dans ce roman Destins inversés, c'est aussi une biographie, magnifiquement romancée évidemment. Mais voilà, comme le disait si bien M. Tazarout, on est effaré à quel point la réalité, la fiction peut paraître bien pâle à côté de la réalité. Oui, combien on est bouleversé. Moi, je trouve que quand on lit ce livre, ça donne à réfléchir. Ça remet en question beaucoup de... On a envie de le lire, de toute façon. Voilà, ça remet en question beaucoup de choses. Et dans votre métier, vous êtes à l'écoute de... Oui, j'ai la côtoyé. souffrance humaine. Oui, j'ai côtoyé la souffrance dans toute... physique, morale, de gens qui avaient besoin d'être écoutés, qui avaient besoin d'oreilles, et que j'ai écoutés, et qui m'ont enrichi. Il faut dire ce qu'il est, je ne regrette pas mon séjour de 35 ans à la campagne. D'abord, qui vous aura permis d'accomplir votre noble métier, Oui, et qui nous aura valu, entre autres, ce roman Destins inversés de Madame El-Behja Sari. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup de choses à découvrir dans ce roman. Nous avons vraiment fait qu'effleurer la surface. Merci. Et avant, justement, on arrive au mot de la fin avec Idir. Vous avez dit, au sujet d'Idir, M. Tazarout, qu'il a su peaufiner, je vous cite, les trocs esthétiques, un des standards universels du métissage, s'énonce à travers le blues monodique des work songs, c'est-à-dire les chants du travail, toujours cette dimension, cette relation. Voilà, qui sera brassée avec la polyphonie et l'harmonie occidentale sous la houe du ragtime. Dans notre culture, on peut extrapoler avec le titre Ilha Ora que Idir adaptera dans son album Les Chasseurs de Lumière, en harmonisant notamment la structure rythmique et en introduisant une improvisation et des riffs à la guitare électrique. Oui, c'est vrai que quand on écrit et qu'on se relit, il y a des choses, et quand on commence à explorer, à vraiment essayer d'étudier notre production lyrique, musicale ou littéraire des gens, c'est d'une richesse incroyable. Il y a un travail qui est fait, je dirais, qu'on n'a pas étudié. Oui. On a cet handicap de ne pas trop approfondir les choses, mais on est admiratif. Mais on a la flemme, cette flemme intellectuelle, d'aller à la recherche. Oui. Parce que d'abord, on trouve des traces. Taos Amrouche, elle a émerveillé uniquement avec sa voix. Oui. Elle a la voix nue, a cappella déjà. Il y a de quoi être émerveillé. Oui, on ne connaissait même pas le terme. Tu vois, on est émerveillé. Et après, vous avez des gens comme Jamel Allem, comme Idir, etc., qui charpentent tout ça. Mais c'est vraiment par petites touches pour que le château ne s'écroule pas. C'est tellement fragile, c'est tellement beau, c'est par petites touches. Quand il s'est mis à introduire la flûte après le bendir, je sais pas, vous écoutez Idir, vous voyez la Kabylie, vous voyez les montagnes, vous voyez, c'est viscéral, et lui, il le vit, c'est-à-dire que il était en exil. D'abord, il a gardé sa nationalité algérienne. Jamais il n'a demandé les papes. Et il vivait son cœur, son esprit était en Kabylie. D'abord, quand sa maman était présente, il appelait ça, selon les témoignages de ses proches, il appelait constamment sa maman au téléphone. Et à l'intérieur, chez lui, il n'écoutait que les grands maîtres de la chanson algérienne. C'est-à-dire les grands maîtres de la chanson d'abord kabyle, les Slimane Azem, Hasnaoui et compagnie. Donc, voilà, ses repères, Al-Jia, Hanifa, donc les grands noms de la chanson. Oui. Et avec quoi? Il ne jouait pas avec la guitare. Il demandait à sa femme, donne-moi le bendir. Il était adidi, et il jouait, et il chantait. La nostalgie, oui. Oui.
c'est plus que la nostalgie, à mon avis. C'est de l'ancrage. Oui, C'est oui. l'ancrage, c'est... Oui. Il avait les pieds à l'étranger, mais le cœur était resté ici. J'ai vécu une courte période comme ça un statut d'émigré, un coup de 8 et 9 mois. J'avais pris, à l'époque j'étais un peu plus jeune, j'avais pris toutes sortes de musique. Mais une fois sur place, je n'écoutais que du Chabi et du Kabyle. Une revendication. Le besoin, c'est un besoin, oui. c'est incroyable, c'est un besoin. Parce que, attention, la musique, elle aide, c'est un repère, c'est une identité, c'est notre référence identitaire. Identitaire, oui. Parce que quand de la guerre de libération, quand il fallait montrer qu'il y avait un peuple, qui avait une culture, une identité, la FLN a pensé à créer la troupe artistique du FLN. Et c'est avec cette troupe artistique qui a chanté un peu tous les styles algériens, c'est-à-dire le chaoui, le kabyle, l'asri, l'oranais et le yéyé du Sud. Il y a donc une culture. Il a essaimé la culture. Voilà, donc c'est pour cela que ces livres, ces petites gouttes dans l'océan, elles servent quelque part. Elles servent, c'est ce que vous faites va servir. J'aimerais bien que cette histoire soit un jour adaptée à l'écran. C'est le spécialiste du cinéma qui parle. Comment ce serait mon rêve. C'est tout le mal qu'on souhaite à ce roman. Et si vous permettez, pour une dernière jonction entre Idir, Nostalgie enchanteresse de Abdelkarim Tazarout et Destins inversés de Madame El Behjassari, une dernière jonction avec justement ce texte que vous nous avez traduit, Outma, ma sœur, qui parle de la condition féminine, justement. Cette chanson, elle est magnifique sur le plan musical. Là, c'est un peu moderne. Et le texte... Alors, si vous permettez, on va découvrir le texte et puis on va se quitter sur Ascendo. « Oh, ma sœur, j'ai à te dire des mots durs. Personne ne voulait de toi. C'est dès ta naissance qu'on te craint. Tu es une bombe à retardement qui se vaudrait si tu glissais. Ceux qui sont de ton côté sont désespérés. Ton héritage est effacé, englouti par tes propres frères. Tu as été vendu pour rien, marché conclu par les hommes, la procédure close. Tu as quitté malheureusement ta maison. Ceux qui sont de ton côté sont désespérés. Le jour de la fête du mariage, la nuit était particulièrement longue. Voilà maintenant que tu as changé de famille à l'improviste. La situation l'exige. Tais-toi et laisse les autres parler à ta place. Ceux qui sont de ton côté sont désespérés. Ô ma sœur, au bout du compte, ta situation est bouleversante et une progéniture que tu élèveras péniblement, intempérante, tu espères leur réussite dans la vie. Nous, de ton côté, sommes désespérés. Ils sont très peu nombreux. Certes, mais de plus en plus, heureusement. Oui. De plus en plus, heureusement, grâce à votre concours et grâce à celui d'auteur. La chanson, elle est magnifique. Ultima, ma sœur, c'est d'une tendresse, c'est d'une... Et tout ça, on pourra le découvrir et bien d'autres choses encore dans cette biographie Idir, Nostalgie enchanteresse de Abdelkarim Tazarout. Merci beaucoup pour votre aimable présence. Merci de nous avoir... Madame El Behjassari, merci beaucoup pour ce très beau roman, Destins inversés. Merci et au plaisir de vous retrouver pour d'autres ouvrages, Inch'Allah. Les meilleurs pour la fin, merci à vous, chers amis, Inch'Allah, qu'on khfaf alaykoum. Et je vous laisse plonger dans ce puits de nostalgie qu'évoquons-nous à Sindou.